Il y a des gens qui ne font pas de logiciel. Moi alors, normalement je vais parler que pour des gens qui font du logiciel, mais si vous remplacez le logiciel par un truc que vous faites, normalement ça marche. Est-ce qu'il y a des gens des ressources humaines? Au fond là-bas, cachés aussi. Cool, c'est bien. On n'en voit pas assez, il nous en faut plus. Donc maintenant que je vous connais, à peu près. Moi je m'appelle Antoine, je suis indépendant depuis presque 2 ans maintenant. Avant j'ai fait plein de trucs, j'ai été dans des grosses sociétés de services, j'ai été dans des petites startups, j'ai passé un très grand nombre d'années dans la recherche académique, il n'y a rien à voir, mais toujours dans le logiciel. Donc en fait ça fait maintenant depuis 2000 ans que je suis payé pour faire du logiciel, pour vivre en tout cas dans le monde où on écrit du code et on essaye de faire des choses avec des ordinateurs. Donc ça commence à faire... Je suis passé indépendant en tout début de l'année dernière. Et quand vous êtes indépendant, il y a un truc qui est assez important, en fait, c'est de savoir se dire en une phrase, en fait, tu fais quoi, toi? Alors moi, je suis... et là, c'est là où vous commencez à me dire, ok, c'est bien beau d'être devenu indépendant pour débarrasser des services, etc., machin, mais c'est quoi que je fais, en fait, dans la vie? Vous savez quoi, je vais gagner ma vie, c'est quoi que j'ai envie de faire? Bon, il y a un truc qui est évident pour moi, c'est que j'aime faire du code, j'aime faire du logiciel. Évidemment, quand je me présente, je suis développeur. Je suis développeur et ça fait plus de 10 ans que je suis développeur, où je suis payé pour faire ce genre de choses. Et puis, en fait, depuis même avant, mon premier ordinateur, j'avais 9 ans, on a fait du chemin depuis. J'en ai 35 maintenant. Donc les copains ils me disent non, mais tu ne devrais pas mettre juste développeur, tu devrais mettre développeur senior. 35 ans, senior. L'année prochaine, je suis retraité. Dans 2 ans, je suis vétéran. Dans le sens, je ne sais pas lequel est le plus. Bref. Non, il faut arrêter les seniors, quoi. Enfin, ouais, t'as qu'à mettre expert. Oui. En quoi? Parce que, ouais, il y a des choses, forcément, en disant que j'ai acquis de l'expertise. Forcément. Mais je suis pas expert en tout. Il y a plein de domaines dans lesquels je suis assez mauvais. Et il y en a encore plus dans lesquels je ne suis pas mauvais, mais juste je ne connais pas, en fait, j'ai jamais mis les pieds. Donc développeur expert, ça ne veut pas dire grand chose. Développeur senior, encore moins. Ouais, mais si, tu as 10 ans d'expérience, 10 ans c'est senior. Ok, 10 ans d'expérience ou 10 fois la même année d'expérience? Ceux qui travaillent en société de service et qui font toujours la même chose, posez-vous la question, parce que senior... Bref. Senior c'est cool, mais en fait non. En fait, senior, arrêtez sur les CV de mettre expert, machin, senior. À part flatter votre ego ou celui de votre commercial qui va pouvoir monter votre TGM, ça ne veut pas dire grand chose. Juste dites ce que vous avez fait, mais arrêtez de vouloir vous mettre dans des cases. Senior, ça n'a pas de sens. De la même façon, on dit. Je fais beaucoup de Java, on va dire que c'est le langage naturel vers lequel je reviens après avoir fait plein d'autres choses. On me dit, bah, tu devrais mettre développeur Java. Ben ouais, mais c'est pas parce que j'aime bien Java que je suis inutile chez les autres. Ouais, j'aime bien Java, mais en même temps, il y a plein de langages qui sont cool et j'ai envie d'aller en faire. Si je mets juste sur mon CV développeur Java, il n'y a jamais personne qui m'appellera pour venir faire du .NET ou du Python. Alors pour le .NET, c'est pas forcément très grave. Et pour le Python, le Ruby, je dis ça, j'aime bien les gens qui font du .NET, j'en ai fait, je trouve que j'en ai fait aussi en début d'année, j'en parle. Donc ouais, je vais pas mettre pareil, vous êtes développeur, ne vous mettez pas de vous-même dans vos cases, vous savez faire plein de choses qui sont utiles même à des communautés qui ne sont pas votre langage naturel, votre langage préféré aussi. Hein, moi j'ai passé plusieurs mois là, à faire du Ruby et du .NET. C'était cool. Je ne suis pas arrivé là, je suis un Ruby, je peux rien faire. Toute mon expérience de Java et de C avant et de C++ et de tout un tas de trucs que j'ai fait m'ont permis de leur apporter des choses et eux ils m'en ont apporté en retour. Donc développeur, tout court, ou presque. Parce qu'il y a un autre truc qui m'agace beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui bossent avec des grosses sociétés. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ah. Non mais à vous, c'est pas grave. Je lève la main.
Il y a un truc qui m'agace beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup d'industrialisation du logiciel. Moi, c'est un terme à chaque fois qui me fait frémir, en fait. Pourquoi? Parce que industrialiser, c'est produire en masse. C'est produire beaucoup. Vous, je sais pas, mais moi, la plupart des logiciels que je fais, je les fais en un seul et unique exemplaire. Et tous les logiciels que j'ai faits, auxquels j'ai participé, ils ont tous été différents. J'ai jamais fait de la production de masse en termes de logiciels. Arrêtons de chercher à industrialiser des choses. Alors on dit ouais, mais c'est parce que machin, tout ça, il y a des process. Oui, ok, mais ça n'empêche que ce n'est pas dans l'industrialisation. Arrêtons, c'est déjà pas le faire à la main, commençons pas à parler de production de masse. On n'en est pas là, un jour peut-être, mais pas pour l'instant. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire appeler artisan développeur. Alors après je fais le fanfaron, mais en fait, ce titre-là il est sur mes cartes de visite depuis que je suis en dette, donc depuis presque 2 ans. Mais en fait ça fait que 3-4 mois que je l'assume pleinement et que c'est vraiment comme ça que je me présente. Avant je disais ouais, je suis développeur, mais je suis un peu coach agile, je suis un peu coach technique, je suis un peu tout ça, machin, je fais de l'accompagnement d'équipe. Le truc c'est qu'en fait, quand vous êtes développeur, et si vous voulez faire les choses bien, tout ce qui va avec l'agilité, accompagner, aider les autres à progresser, ben, vous savez quoi? Ça fait partie du job, c'est pas un truc qu'on fait à côté. Aider les autres à communiquer, ça fait partie du job. Donc, artisan développeur. Et j'ai fait le lien avec le truc. Comme ça, je vais pouvoir changer. Les problèmes de qualité dans le logiciel, c'est pas un truc récent. C'est même un truc qui remonte en fait depuis presque le début qu'on fait des logiciels un peu beaucoup. Les problèmes de qualité, c'est déjà en fin des années 50, début des années 60, ce qui a conduit à vouloir faire des process. On avait des logiciels qui buguaient et qui ne marchaient pas, donc on s'est dit, bah, écoutez, on va faire des process pour essayer de contrôler un peu la machine pour faire des logiciels. Ça nous a sorti les cycles en V, tous les modèles, le waterfall en cascade, Y, W, et puis tout un tas d'autres noms. Si vous êtes, c'est quoi la grosse entreprise? Il y a pas, à Toulouse, on a Airbus et France Télécom, qui ont leur propre système, qui s'appelle les TTM et le GPT, qui sont des espèces qui viennent vous écraser, qui sont des processus probablement super si on est des machines et qu'on est capable de faire exactement la même chose 2 fois de suite. Ce qui n'est pas le cas, on est des humains. Tous ces processus qui viennent vraiment de l'industrie lourde, on a essayé de ramener dans le logiciel, bah, ça ne marche pas. On a mis un petit peu de temps à se rendre compte, mais au milieu des années 90, il y a quand même des gens qui ont essayé de faire des choses un petit peu différentes. On s'est dit, bah ouais, les gros processus lourds, ça ne marche pas, donc on va essayer de faire des trucs un peu plus légers. C'est les agilistes, hein, c'est Kendeck et l'extreme programming, c'est les Sutherland avec Scrum, c'est voilà, Alistair Coburn, ISDN, Crystal, tous ces trucs qui se voulaient d'être un peu moins lourds, moins oppressants, moins des machines qui allaient faire comme on vous dit, puis on va avoir plein de métriques pour maîtriser les choses. Non, au contraire, on va essayer de faire ça. Donc, l'agilité est arrivée, du coup, 2001, ça se concrétise dans une petite station de ski à 17, cool. Et il nous donne le manifeste agile que vous connaissez tous, j'espère, tous au moins vu une fois de temps en temps, qui était justement censé un peu expliquer quelle était l'idée derrière l'agilité et en quoi ça va essayer de fluidifier les choses par rapport au process bien loin avant. Ça, c'est en 2001, aux États-Unis. Ça met un petit peu de temps pour arriver en France. Traverser l'Atlantique, c'est toujours problématique. Ça arrive en France dans les années 2007-2008. À ce moment-là, je suis dans une start-up petite, mais qui est déjà embourbée. Avant de commencer le moindre développement, il fallait faire des specs de 10 pages, 15 pages. C'est pas beaucoup, mais on a commencé à faire des specs quand on est une start-up dans laquelle c'est marrant. Et moi, je découvre ça, je découvre Scrum, et je me dis, yes, cool, enfin, on va pouvoir faire des choses classes. Enfin, on va pouvoir, nous, développeurs, reprendre un peu la main sur tous ces processus qui étaient là pour nous mettre un peu en bout de la chaîne de la production de développement logiciel. On va enfin pouvoir se dire, on va faire de la qualité, on va enfin pouvoir y aller, quoi. Ça, c'était cool. Moi, je présentais Scrum comme un cheval de Troie pour faire tout simple que la rime.
managers qui nous disent c'est du Scrum, et comme ça nous on dit ouais, mais pour pouvoir faire des logiciels qui marchent, il faut faire de la qualité. Pour pouvoir répondre aux changements, il faut faire de la qualité. Ça c'était en 2008. C'était en 2008 et je dois admettre que mon enthousiasme il n'a pas duré super longtemps. Pourquoi il n'a pas duré longtemps? Parce qu'en fait le working software là, il a été pris dans beaucoup d'endroits, au pied de la lettre. Et là, il y a plein de projets donc je vois, qui ont démarré en 2008 en agilité, qui sont en train de se réveiller avec une sévère gueule de bois, parce qu'en fait, ils ont au final dans leur code un peu les mêmes problèmes que ce qu'ils avaient avant. Le code n'est pas maintenable, il est compliqué, on ne sait pas trop quoi en faire, et puis on n'arrive pas à vivre avec. Donc on ne sait pas, bref, c'est la dette technique. Et, ouais, c'est pas grave, ce truc-là, je le ferai plus tard. Je le mets dans le panier de la dette technique. Puis la dette technique, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Hein. Ça, c'est la dette technique des États-Unis. Hein? Actuellement, les États-Unis, c'est shutdown. Hein. Il n'y a plus de gouvernement américain. Et ben, nos projets, ils finissent comme ça, hein. C'est final. Hein. Et pourtant, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Ouais, aujourd'hui, je vais faire de la merde !» Normalement. Aujourd'hui, je veux augmenter la dette technique. Non, c'est pas lié. On est tous là quand même à faire notre métier et essayer de faire des choses qui marchent. Quoi. Enfin, quand même, normalement, on est payé pour ça, puis on aime bien faire ça. Alors pourquoi est-ce que cette dette technique elle augmente sans cesse? Parce que la notion du temps qu'on a, elle n'est pas forcément bonne, elle n'est pas forcément au bon moment. Ouais, tu arrives dans une équipe, ouais, vous avez des tests? Non, il n'y a pas de tests. Pourquoi vous n'en faites pas? Parce que faire des tests, ça prend du temps. Bon, ok, vous n'avez pas de tests. Ce truc-là, tu l'as nettoyé, tu as fait un truc un peu brouillon, bon, ça marche, ok, on a vu que ça marchait, mais maintenant tu nettoies, tu fais du refactoring. Ah ben non, ça marche. Je le sais comme ça, je ne sais pas si t'as pas le petit copain d'à côté. Parce que c'est pas en disant je veux pas le faire, non, parce qu'il faut avancer, il faut faire des trucs, il y a du fonctionnel à faire. Toujours. On ne prend pas le temps de faire les choses. J'aime bien dire maintenant là, qu'on ne prend pas le temps, on n'a pas le temps de prendre le temps d'éviter d'en perdre. Parce que c'est exactement ça. Il y a quelques mois, je suis intervenu dans une équipe, des gens adorables, très compétents, très bien. Ils faisaient du .NET, comme quoi, c'est pas... je passe .NET parce qu'il y a Jérôme qui est là, qui est un spécialiste en .NET. C'est des gens formidables. Ils disaient pas que le design c'est du C++, et tout ça, ils avaient un produit assez lourd, puis il y avait un bug, comme ça arrive toujours, donc pour corriger le bug, le gars dit écoute, vous n'avez pas de test, ok, pas de problème, je vais te suivre pour voir comment vous faites votre processus pour gérer le bug. Ok, pas de problème, donc le dev, je me mets avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le code, ok, il sait à peu près, parce que quand même il a de l'expérience, ça fait quelques années qu'il est là, il sait à peu près où c'est, donc il va dans le code, il rajoute des print auto. Print qui va bien, print auto, le debug au print auto c'est très efficace. Pour de vrai. Quand on a les tests. Ouais, est-ce qu'il rajoute des print auto? Il dit ok, bon bah c'est cool, maintenant on va pouvoir voir les bugs. Ah ouais, mais non, il faut compiler. Et je sais pas ce qu'il y a sur ma machine pour compiler. Ça part sur la machine là-bas. Ça part sur la machine là-bas, la compilation qui est une espèce de bouillon énorme, 20 minutes de compilation. Au bout de 20 minutes, on récupère le package avec un jeu binaire, maintenant il faut déployer. Ah ouais, ok, on déploie où? Bah pas sur ma machine, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut sur ma machine. On voit sur une autre machine, on déploie. 20 minutes de déploiement, c'est une grosse appli, plein de machines pour réserver. Et là, on prend les logs, une partie de log. Et il n'y a pas le print auto. C'était pas là ce qu'on fait. Et je retourne sur ma machine, je rajoute plus de print. Je retourne vider 20 minutes, on redéploie 20 minutes, et on passe. Ça, ce
jeu-là, il a duré quelques fois avant de trouver le bon endroit pour corriger un malloc. Et après ça, on me dit on n'a pas le temps de faire du test, on n'a pas le temps d'automatiser le build, on n'a pas le temps d'installer les outils sur sa machine. Oh, 4 heures pour un malloc. Et on peut pas, non? Et ouais, c'est là où je dis on n'a pas la bonne notion du temps, quoi. Prenez le temps de faire les choses proprement. C'est ce que dit Oncle Bob, donc Robert Martin, qui est un des pionniers du mouvement Software Craftsmanship, plus ou moins celui qui l'a ouvertement rendu public. Il a cette petite phrase que j'adore qui est The only way to go fast is to go well. La seule manière d'aller vite, c'est d'y aller bien. Et c'est exactement ça, on veut toujours aller vite, parce qu'il faut faire les choses, et puis on ne veut jamais faire les choses bien, alors que get it done et get it right, on voit ça toujours comme deux opposés, tous nos commerciaux et nos chefs de projet. Alors qu'en fait, on peut faire les deux en même temps. Et c'est toute l'idée qu'il y a derrière Software Craftsmanship que d'essayer de réunir ces deux, faire les choses vite et faire les choses bien. Moi j'ai tendance à dire, petite phrase, vous pouvez me citer celle-là. Je n'ai pas l'ego de les mettre sur mes slides, mais on pourrait. Le meilleur moyen d'agir en homme pressé. Gardez ça un coin dans votre tête, c'est la prochaine fois que vous agissez dans l'urgence, regardez combien de temps vous avez perdu parce que vous avez agi dans l'urgence. Ça marche à tous les coups. Presque. Donc en fait, l'agilité, elle n'a pas changé grand-chose, malheureusement. Tout ça parce que le working done, là, il s'est transformé en ouais, il faut que ça marche, mais on a oublié faut que ça marche bien, il faut que ça soit propre derrière. Et pourtant, c'était évident, hein. Les mecs qui ont fait le manifeste agile, c'est Kenbeck, l'extreme programming, c'est Oncle Bob, Monsieur Clinton. C'est évident que quand Oncle Bob, quand Kenbeck dit qu'il faut que ça marche, c'est évident que derrière, il faut que ça soit bien fait. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. En même temps que le mouvement agile, il y a un autre mouvement qui était un peu dans l'ombre. En fait, il date, les premiers écrits, c'est 99, c'est les Pragmatic Programmers de Milan le bouquin. C'est le mouvement Software Craftsmanship, qui est resté dans l'ombre parce que c'est cool, l'agilité font notre taf, pour le monde est d'accord, c'était un peu les mêmes mecs. Et qui a repris de l'ampleur justement donc en 2008, avec la première grosse Software Craftsmanship North America, où les gars se sont dit, voilà, on fait le constat que je viens de faire sur l'agilité, qui est un peu, malheureusement, on a changé certaines choses, hein, c'est très bien, hein, on a plus de communication, plus d'interaction, plus de feedback, et ça c'est cool, il ne faut pas changer. Par contre, point de vue logiciel, point de vue rôle du développeur dans l'organisation, ça n'a pas changé tant que ça. Et donc ils sont arrivés avec un tout nouveau manifeste, tout nouveau manifeste Software Craftsmanship, qui est celui-là. Donc si vous vous rappelez le manifeste agile, hein, qui est toujours construit en... il y a un truc, c'est a plus de valeur que l'autre, hein, les individus, leur interaction avant les process et les outils. Celui-là, il n'est pas construit de la même façon, il est construit en surcharge. C'est pas seulement des logiciels qui marchent, mais aussi des logiciels qui sont bien faits. Pas juste répondre aux changements, mais que ces changements, ils apportent de la valeur. Et puis, de la même façon, les individus, pas juste des individus, leur interaction, mais aussi les communautés de professionnels, pas juste des individus, mais des groupes d'individus, des équipes. Et puis, pas juste une simple collaboration avec le client, mais aussi un vrai partenariat. Et ça répond, si vous lisez ça répond à la première et majeure critique qu'on donne au mouvement Software Craftsmanship, qui est de dire non mais les mecs, c'est soit vous, soit agilité, quoi. Tu l'as lu, le manifeste? C'est la même chose, hein. Tout ce qui est écrit là, c'était implicite dans le manifeste agile. C'est juste qu'on n'a pas été suffisamment malin pour le comprendre et pour voir ce que les mecs allaient au-delà de ce que les mots qui ont été utilisés. C'est la même chose. Juste qu'on va plus loin. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est la plupart des agilistes et d'ailleurs la plupart ceux qui sont à l'origine du manifeste agile sont aussi signés
signataire de celui-là, c'est assez parlant. Et d'ailleurs, si vous avez fait gaffe, quand je me suis présenté, j'ai dit artisan développeur. Je n'ai pas dit artisan agile développeur ou artisan développeur agile. Pas parce que je ne veux pas assumer cette paternité et ce côté agile, mais c'est parce que moi je ne conçois pas l'un sans l'autre. Je ne crois pas qu'on puisse faire du logiciel proprement si on n'a pas les bases de l'agilité. Ça va ensemble, on n'est pas ni en complément ni en contradiction, c'est la même chose. Juste, on en remet une couche, parce que manifestement il n'y en a pas compris le premier. L'autre problème qu'on nous dit dans le critique qu'on nous fait, c'est de nous dire ouais, le code, c'est vous les mecs, là, les craftsmanship, vous vous intéressez qu'à faire des belles choses. J'ai cette petite phrase de Rebecca Burfrock, qui est une des pionnières de l'objet il y a longtemps, qui a cette petite phrase magnifique qui dit que clean code, it's not about beauty, it's about goodness. C'est pas une question de beauté, c'est une question de justesse. Et c'est exactement là où on en est. Non, le mouvement software craftsmanship et les craftsmen ne s'intéressent pas à faire des jolies choses. Ils s'intéressent à faire les bonnes choses au bon moment, celles qui vont être utiles. The only way to go fast is to go well, c'est ce well-là qui nous intéresse. L'autre critique, c'est ouais, vous vous intéressez qu'à la technique, ce qui va un peu avec le but d'intéresser qu'à faire des choses belles. Je parle de logiciel et de mon expérience de développeur depuis presque une demi-heure. Je parlais de technique à un seul moment. Non. Il y a parlé de technique dans le manifeste. Non. La technique, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est de faire des logiciels qui vont répondre aux besoins de nos utilisateurs. La technique, c'est un moyen pour y aboutir. Alors oui, je suis fermement convaincu qu'il faut faire du TDD, qu'il faut faire du pair programming, qu'il faut faire en fait presque toutes les pratiques de l'extreme programming, pas parce que c'est un dogme, mais parce que actuellement, moi, je ne connais pas de meilleur moyen de faire du code de qualité qui répond aux besoins de mes utilisateurs, maintenant et plus tard. C'est la seule technique. Le jour où vous trouvez une méthode qui a les mêmes garanties, je prends aucun problème. Juste, pour l'instant, je n'en connais pas. Donc oui, on pousse les pratiques, on pousse le TDD, mais c'est juste parce qu'on ne sait pas faire mieux autrement. Et qu'en plus, le TDD, c'est cool. Le TDD, non seulement vous avez des tests, en plus vous avez des designs, vous avez de la doc gratuite, donc en un seul truc, vous avez un HTTP 3 offert, c'est génial. Bref. La technique, c'est pas un moyen, c'est pas une finalité, c'est vraiment juste un... C'est pas une finalité, c'est juste un moyen pour arriver à un objectif. Le dernier reproche qu'on fait au mouvement software craftsmanship, c'est ouais, le software craftsmanship, c'est pour des élites. C'est pour les rockstars et les ninjas. Ouais, embaucher des rockstars et des ninjas, vous aurez des guitares brisées et des cadavres sur le sol. Non, c'est pas du tout un truc d'élite. En fait, tout au contraire. Hein. J'ai volontairement, quand je vous ai montré le manifeste, je suis passé sur les valeurs qui étaient dedans et je vous ai volontairement pas montré la petite phrase qu'il y avait au-dessus, qui est l'introduction au manifeste. Et cette introduction m'a dit quoi? Elle dit que, en tant qu'aspirant artisan développeur, on va monter la barre d'un cran. Et c'est bien là l'objectif. Monter la barre d'un cran par rapport à ce qu'on fait actuellement. En faisant quoi? En pratiquant et en s'aidant les uns les autres. Et pas en écrasant parce que je suis le meilleur. Non, ça c'est pas du tout l'objectif. Au contraire, si on veut essayer de s'en sortir, il faut qu'on le fasse tous ensemble et en s'aidant les uns les autres. Et on a tous à prendre, et il n'y a pas de notion d'élite si vous allez dans une réunion de software craftsman, que ce soit un coding dojo, une table ronde ou quoi que ce soit, vous verrez toujours des gens de tous les niveaux, des gens qui ont 20 ans de métier derrière eux, et puis des gens qui sortent tout juste de l'école, des gens qui n'ont pas fait d'école du tout,
juste, voilà, qui se sont formés par eux-mêmes, et ils sont tous accueillis exactement de la même façon. On est tous les bienvenus parce que moi, malgré mes 20 ans d'expérience dans le développement logiciel, et ben, j'apprends encore de petits jeunes qui me collent des claques, même dans des choses... et puis des fois, qui me collent des claques sans même s'en rendre compte, parce que pour eux c'est intuitif, ou parce que leur expliquer, ça m'a permis de comprendre des choses que je croyais savoir, mais que en fait non. Hein, c'est toujours l'avantage de la formation. Normalement, si vous formez bien les gens, vous en apprenez autant d'eux que vous leur en apprenez. Et c'est tout ce qu'il y a dans le software craftsmanship, c'est vraiment ce côté collaboratif, tous ensemble. On va essayer de monter la barre d'un cran. Et ça, peu importe la barre à laquelle vous êtes actuellement, on s'en fiche complètement. Peu importe la barre à laquelle vous voulez arriver après, on s'en fiche totalement. Le software craftsmanship et le côté l'artisan, l'esprit qu'il y a derrière, c'est un chemin, quoi. C'est pas un label, ouais, je suis labellisé, tagué, artisan développeur. Ça y est, c'est fini, je fais ma vie, je peux me reposer sur du learning. Non, c'est un truc qui n'a pas de point d'arrivée. C'est un truc qui va se dérouler tout au long de votre vie. Vous allez pouvoir monter la barre d'un cran, peu importe où se trouve cette barre. En fait, il n'y a pas de cran, on s'en fiche un peu. Juste avoir cette envie de progresser tout le temps, de se remettre en question, de se dire, ok, ce que j'ai fait c'est bien, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Évidemment, il ne faut pas non plus tomber dans la paralysie de vouloir faire des choses parfaites, qui fait qu'en général, quand on cherche à faire des choses parfaites, on ne fait plus rien du tout, parce que le parfait, ça n'existe pas vraiment. Le côté craftsman, c'est aussi admettre que je ne suis jamais... Je suis aussi bon maintenant que je peux l'être. Je serai bon, meilleur demain, j'espère. Et puis j'étais moins bon hier, j'espère aussi. Ça veut dire que j'ai progressé. Et je fais les choses au mieux que je suis capable de le faire. Et donc c'est là où on balaye un peu ce côté de l'élite. Il y a Dan North qui a dit qu'on risquait d'avoir des divas. Mais ouais, mais non quoi. Enfin, alors oui, il y en aura sûrement qui vont prendre le melon, mais c'est pas du tout l'idée qu'il y a derrière. Et c'est pas du tout l'idée qu'on essaye de transmettre. En fait, ce qu'il y a vraiment derrière, le software craftsmanship, tout ça, c'était le sous-titre de ma thèse. C'est être professionnel. C'est se poser les questions, est-ce que je fais, est-ce que les choses que je fais sont les bonnes choses? Est-ce que je suis responsable de ce que je fais, de ce que je délivre à mes clients, à mes utilisateurs, aux gens qui me payent pour faire de ce logiciel? Et pour pouvoir être responsable, il faut pouvoir être responsable. On n'a pas trop de mots un peu bizarres en français, mais pour pouvoir dire je suis responsable, il faut qu'on me rende responsable de la chose. Je suis absolument incapable d'être responsable d'une décision que je n'ai pas prise. Et c'est là où j'ai des architectes en général. Pourquoi? Parce que si vous êtes développeur, c'est vous qui décidez de comment vous allez faire votre logiciel. Vous allez faire des erreurs? Oh ben ouais, on en fait tous. Il n'y a juste aucun moyen de faire en sorte de... C'est pas possible de ne pas en faire. Ou alors on ne fait rien. Donc il faut être capable de décider si on vous donne tout, si vous êtes développeur et qu'on vous dit, bah écoute, c'est simple, il y a un grand gourou là qui arrive. Il dit, bah c'est simple, alors ok, je t'ai fait tout le design, tu as vu qu'il y a remplir les cases, là, donc l'application a fait ça, tu vois, c'est hop, tu vas utiliser ces outils, ces outils, ces outils, ces outils, et toi tu remplis les trous. Bah t'es pas responsable, si ça marche pas, c'est pas de ta faute. Mais en fait si, c'est ça, c'est de ta faute parce que tu auras mal rempli. Donc les architectes, je suis pour s'ils codent. S'ils sont dans les équipes, les architectes Tour d'Ivoire, c'est pas un métier de développeur. Hein, les architectes qui sont tout seuls dans leur coin, qui n'ont pas écrit une ligne de code de production depuis 10 ans, ils n'ont aucune façon de voir la réalité concrète du métier, de ce qui se passe réellement sur le terrain. Ils sont toujours au moins un ou deux intermédiaires entre eux et l'équipe. C'est mort. Il faut que l'équipe puisse être responsable. Si vous n'êtes pas responsable de ce que vous produisez, barrez-vous! Vous êtes développeur et on ne vous donne pas les moyens d'être responsable de votre production. Vous n'êtes pas à votre place. Et ces gens-là, ce n'est pas des développeurs qui vont. Bref, c'est être professionnel. Donc professionnel, c'est être responsable. Il y a autre chose dont il faut être responsable. Alors il y a le code, le logiciel qu'on produit. Ce qu'il faut être responsable, c'est aussi être responsable de sa carrière. Sinon, vous finissez comme ça.
au fond du trou, là, au fond de la mine. Soit vous périclitez dans un coin et puis on vous laisse et on vous oublie, soit on vous demande oh, toi, ça fait 10 ans que tu fais du logiciel, tu commences à devenir bon. Tu veux pas faire autre chose, devenir chef de projet, architecte? J'ai rien contre vous, hein. Enfin, pas personnellement. Faut arrêter, quoi. Soyez responsable de votre carrière. Alors, si vous avez envie de devenir chef de projet ou architecte, c'est cool, hein, c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'on vous force la main. Si on vous force la main, il y a un problème. Barrez-vous, refusez. C'est faisable maintenant. Ça devenait compliqué il y a quelques années, mais maintenant ça commence à être faisable. De la même façon, être responsable de sa carrière, c'est aussi prendre le temps de faire cette étape de progression. J'arrête pas de vous dire, ouais, progresser ensemble, faire des choses, s'améliorer, amélioration continue, on tombe sur les suites. Amélioration continue, c'est très bien, mais il faut le faire, quoi. Ça prend du temps, et il faut le prendre, ce temps, de pouvoir prendre en main sa carrière. Et attendez pas que votre patron vous donne tout, vous dit, eh ben c'est bon, cool, tu m'as rien demandé, mais je t'offre la formation pour aller progresser. On a un truc très fort en France, c'est quand même, on a des droits à la formation. Je connais à peu près 80% des développeurs que je connais ne s'en servent jamais. Et par contre, ils se plaignent qu'on ne les forme pas. Ah, on m'a pas formé, ah, ça fait 2 ans que je suis dans la boîte, ils m'ont fait aucune formation, ils m'ont jamais envoyé en conf. Vous avez posé la question, vous avez demandé, ah ben non, ils ne voudront pas. Ben, commence par poser la question. Et puis s'ils te disent non une première fois, ok. S'ils te disent non une deuxième fois, puis une troisième fois, va voir ailleurs. Si vous êtes malheureux dans votre taf, barrez-vous. Vous êtes pas, on est un des rares métiers en France où on est en plein emploi. Il y a moins de 5% de chômage dans le développement logiciel. Du taf, il y en a partout à l'appel. Je ne vous garantis pas qu'il sera mieux après, ça c'est un autre problème, mais au moins vous aurez le temps de souffler. Je vais zapper un peu, je suis un peu court. Être professionnel, c'est donc être responsable. Être responsable de ce qu'on fait, de sa production, être responsable de sa carrière, mais c'est aussi être responsable de l'avenir de ce qu'on peut faire. Vous, je ne sais pas, mais moi, quand je regarde les sportifs, je suis tombé cet été sur les mondiaux de natation, quand je regarde les mecs faire, les filles, c'est pareil, je me dis, putain, ça a l'air simple. Ils filent droit sur l'eau, là. Le mouvement, c'est tout fluide, c'est tout beau, il y a demain je vais à la piscine, je fais pareil. Le code, c'est pareil. Le code, c'est pareil. Si ça a l'air simple, c'est qu'il y a du taf derrière. Parce que les mecs, là, c'est pas inné chez eux. Hein. Il y a des heures et des heures et des heures et des heures de boulot, d'entraînement, de répétition, on recommence, on refait, jusqu'à ce que ça ait l'air simple. Si votre code, quand vous le regardez, il a l'air compliqué, refaites-le. Recommencez. C'est que c'est pas le bon code. Le code doit avoir l'air simple. Et c'est ça qui garantit la pérennité. C'est ça qui garantit qu'on va pouvoir être capable de répondre au changement plus tard, quand il arrivera, le changement qui va apporter de la valeur. C'est que votre code, il doit être simple. Il y a quelques mois, je suis intervenu dans une équipe, entre autres, il y avait des architectes, mais pour le... Bref, c'est compliqué. Je n'étais pas là pour ça, mais bref. Ils avaient une grosse architecture logicielle, des composants de partout, machin. Forcément, les développeurs derrière, 5 équipes qui n'en pouvaient plus de ne pas réussir à rentrer dans les composants. Et on est arrivé, et avec un de mes collègues, on a repris un peu tout le schéma, machin. On dit, bah, en fait, on pourrait faire des simplifications là, et ça serait vachement plus simple, en fait. Moi, je discutais un peu avec les développeurs, je vois leurs problèmes, et je vois où ils s'en sortent. La conclusion, ça me tuera toujours et j'ai pas su réagir à ce moment-là. Le mec m'a dit ça peut pas marcher ton truc, c'est trop simple. J'ai pas su réagir, hein, à ce moment-là, je suis ok. Maintenant je sais, la prochaine fois je dirai oui merci. C'est un compliment, c'est gentil de le reconnaître. Donc je ne pas, c'est pas grave, on fait, on travaille pas ensemble, c'est pas grave. Faire simple, c'est pas une injure, c'est un compliment. Ça veut dire que vous avez réussi à synthétiser toute votre expérience pour faire un truc qui marche.
finalement, tout ça, ça a un objectif. Tout ça, ça a un objectif pour réduire l'objectif final de ce que je vous raconte là. C'est réduire ce gap entre le get it right et le get it done. Entre ce que vous savez faire de mieux et ce que vous faites tous les jours. Parce que les sportifs, quand ils font des exploits, c'est sur un moment, sur une compète. Nous, on ne fait pas de la compète, on fait comme tous les jours, presque. On ne peut pas juste sur un moment. Et d'ailleurs, eux, quand ils s'entraînent, ils ne sont pas non plus à leur temps maximum, en moyenne. Il y a un écart entre ce qu'on est capable de faire, le max qu'on est capable de tendre, et puis ce qu'on fait au quotidien, la moyenne générale. Et ce craftsmanship, cet apprentissage, cette prise de responsabilité, c'est exactement ça. C'est essayer de réduire le gap entre les deux pour qu'au quotidien, on soit le plus proche possible de ce qu'on sait faire du mieux. Ce qui est génial, c'est que plus on remonte la barre en bas, plus celle d'en haut, elle monte aussi. C'est un truc sans fin. Normalement, ça se croise jamais. Ouais. Donc on ne peut pas faire son lit tous les jours, mais on peut réduire l'écart. Et c'est exactement de ça que je suis en train de vous parler. Je suis en train d'essayer de réduire l'écart en prenant votre vie de développeur en main, en devenant responsable de ce que vous faites et en demandant à être responsable de ce que vous faites. C'est compliqué, c'est pas facile, ça prend du temps, ça demande beaucoup de courage, encore plus d'humilité, pour dire ben, en fait je ne sais pas faire. J'ai besoin d'aide. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça fera de vous des développeurs heureux. Et si en suivant ça, vous n'êtes pas heureux, c'est probablement que vous n'êtes pas à votre place. Je ne dis pas ça méchamment, c'est pas une critique, c'est probablement qu'il y a un autre endroit où vous seriez plus heureux et peut-être que le développement logiciel, c'est pas fait pour vous. Et c'est pas très grave. Pas de soucis. Juste pour finir, parce que j'aime bien. Il y a un truc qui revient tout le temps. Ouais, non, c'est bien joli tes machins, mais moi je me tape du code qui est vieux de 10 ans. Et qui est une espèce de spaghetti, machin, là, le fameux legacy code. C'est lui qui a une grosse tête technique, mais qu'on ne veut pas faire un shutdown dessus. Alors que même les Américains, ils ont le courage de le faire. Bref. T'es bien gentil, t'es machin, là, faire les choses propres, t'es responsable, mais moi c'est ça que je me tape tous les jours. Ouais. Et ben vous savez quoi? C'est le cas de tout le monde. J'ai un camarade qui raconte que voilà, lui il avait ça, alors il a fait ce que je dis, il s'est barré, il avait une espèce de grosse boule de truc là, il s'est barré, vous savez quoi? La grosse boule de truc, elle l'a suivi. Et lui il a fait loin, hein. Il est brésilien maintenant, il est en Angleterre. Hein, il a traversé un océan, et ben hop là. Donc ouais, malheureusement, du code tout legacy, tout pourri, on en aura toujours. Maintenant, il y a deux choses. Un, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Vous, là, ceux qui sont dans cette salle, vous n'êtes pas obligé. Deux, plutôt que de dire ouais, j'ai vu que le code legacy, c'est tout pourri, je peux faire que de la merde. Prenez l'écart inverse, retournez là. Vous voyez ça comme un challenge. Comment est-ce que je fais des trucs propres dans un truc tout moche? Vous savez quoi, c'est faisable. En fait, en vrai, moi j'adore le code legacy. Vous savez pourquoi? Parce que je peux tout péter, ça marchait pas avant. Je peux faire des trucs propres. Donc, faites-vous plaisir, voyez le bon côté des choses, il y en a toujours. Et si vous n'en voyez pas, si vous voyez vous êtes malheureux, allez voir ailleurs. C'est moche, c'est bizarre hein, ce que je vous dis, mais allez vous faire des expériences ailleurs. Ça va vous aider à voir la vie aussi un peu différemment, à prendre des choses différemment et devenir responsable. Je finis juste sur le motto, enfin, la petite leitmotiv du groupe londonien Software Craftsmanship que j'aime beaucoup, qui est having it done is as important as how it is done. Donc c'est le faire, c'est aussi important que la façon dont c'est fait. Et c'est exactement ça. Faire les choses qui sont mal faites, ça sert à rien. C'est de la perte de temps. Et ça, vous pouvez le vendre à vos managers, à vos commerciaux, à vos clients. Vous pouvez leur dire, ça marche. Il faut leur dire. Et puis si ça ne marche pas, et je m'arrête là. Merci à tous.